Bonjour et bienvenue dans notre exploration en profondeur du jour. Aujourd'hui, on plonge dans un manifeste qui pose une question vraiment inconfortable. Ah oui, le genre de question qui risque carrément de changer notre façon de concevoir le voyage. Je suis ravie d'être là pour en parler. Moi aussi, je suis ravi. Alors, pour poser le décor, on se base sur un texte rédigé par Wafdi Ben Yahya. C'est le fondateur de Sit Inside et de la Diafa Academy. Exactement, et sa mission à travers ce texte, c'est vraiment de décortiquer une frontière extrêmement fine, presque invisible dans l'industrie du tourisme. Surtout au Maroc et sur le continent africain d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Il parle de la ligne de démarcation entre une hospitalité légitime et ce qu'il nomme la soumission. C'est un mot fort, ça, la soumission. Très fort, oui. L'idée centrale, c'est de se demander à quel moment précis l'accueil hyper chaleureux qu'on reçoit dans un pays étranger cesse d'être une véritable connexion humaine. Pour devenir quoi? Juste une ressource qu'on exploite? Voilà, exactement. Dès les premières lignes, l'intention est claire. L'objectif, c'est pas de faire le procès du voyageur ou de condamner l'industrie du tourisme en soi. D'accord. Décortiquons un peu tout ça. L'enjeu est plutôt systémique, non? C'est ça. Le manifeste nous invite à examiner de manière très clinique comment une société organise concrètement l'accueil de l'autre. Il pose un regard critique sur la structure même de la rencontre. Entre le visiteur et le local. Ouais. Et c'est là qu'intervient une distinction fondamentale posée par l'auteur entre deux verbes bien précis, servir et s'asservir. Et cette distinction, elle change tout le prisme de lecture, en fait. D'un côté, le texte réhabilite complètement le verbe servir. Ce qui est fascinant ici, c'est que ce n'est pas du tout présenté comme une tare ou une position d'infériorité. Pas du tout. Servir, dans ce contexte, c'est décrit comme une discipline noble. Un art presque martial, quoi. C'est un vrai choix de carrière professionnalisé. L'idée, c'est que la personne qui rend le service s'élève par l'excellence de sa prestation. Elle est maîtresse de son art. Et ça, c'est hyper valorisant. Mais alors, la bascule vers le deuxième verbe, le glissement vers l'asservissement, ça se passe comment? Ça se produit au moment précis où la relation perd son équilibre. S'asservir, selon l'auteur, c'est l'instant où celui qui accueille doit commencer à s'effacer. S'effacer, c'est-à-dire gommer sa propre personnalité. Ouais, gommer sa personnalité ou même ses propres limites, juste pour absorber les caprices, les humeurs ou l'anxiété du visiteur. Ah ouais, et surtout, c'est quand il doit le faire sans aucun cadre protecteur. Sans statut officiel et sans obtenir le moindre respect en retour. À ce moment-là, sa dignité devient soudain une simple variable d'ajustement. C'est fou. Moi, ça me fait penser à une sorte de, disons, de buffet à volonté émotionnelle. Oh, l'analogie est super bien trouvée. Un buffet à volonté émotionnelle, ouais. Bah oui, parce que dans beaucoup de pays très touristiques, l'accueil est tellement marketé, tellement vendu sur les brochures glacées, que c'est perçu par certains comme un dû. C'est exactement ça. Le visiteur arrive, il pose son plateau et il se sert. Voilà, il consomme la patience du local, il consomme son sourire, son bienveillance quand il fait des maladresses culturelles, sa disponibilité H24. Et le pire, c'est que, comme c'est vendu comme une composante naturelle du fameux charme local, Ah oui, le charme authentique. exactement, ce visiteur consomme tout ça gratuitement, sans même réaliser qu'il puise en fait dans l'énergie psychologique de quelqu'un. C'est lourd comme charge pour les locaux. Très lourd. Le manifeste va même plus loin en qualifiant ce phénomène de mécanique douce d'humiliation. Une mécanique douce. C'est paradoxal. Ouais, parce que ce qui rend cette mécanique si pernicieuse, c'est précisément sa douceur. Ça passe pas par des insultes ou des agressions frontales. Ça passe plutôt par la condescendance, en fait. C'est ça, par le fait de considérer les habitants comme un simple décor interactif. L'auteur utilise une formule qui frappe vraiment fort. Il dit que les locaux finissent par devenir les amortisseurs silencieux du confort des autres. Les amortisseurs silencieux, ouah, c'est une métaphore mécanique glaçante pour décrire une réalité purement humaine. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Grave. Concrètement, on demande à des individus, souvent des jeunes ou des travailleurs très précaires, dont KCI choque, d'absorber le stress logistique et émotionnel des voyageurs. Tout ça pour que le séjour des visiteurs reste bien fluide et bien agréable. Et le coût de cet amortissement, il n'est jamais chiffré. Jamais. L'auteur insiste là-dessus, un pays ne peut pas prétendre bâtir une grande nation touristique si sa stratégie repose secrètement sur l'usure invisible de sa propre population. Ouais, transformer la chaleur humaine en matière première gratuite, c'est plus de l'hospitalité, c'est de l'extractivisme à ce niveau-là. C'est le mot juste. On extrait la dignité pour produire du confort.
Mais attention, le texte est assez nuancé pour dire que cette dynamique ne naît pas forcément d'une malveillance délibérée des touristes. Non, bien sûr, c'est pas toujours conscient. Elle prospère avant tout parce qu'il existe un immense vide structurel. Et c'est là que c'est paradoxal, hein, parce qu'en apparence, l'industrie du tourisme, c'est ultra structuré. Ah oui, sur le papier, tout est millimétré. Quand on atterrit dans ces destinations, on voit des terminaux d'aéroports flambant neufs, des complexes hôteliers 5 étoiles super sécurisés, des flottes de bus climatisés. L'infrastructure est là. Elle est bien là, en effet. Donc la friction dont parle l'auteur, elle se trouve pas dans ces espaces-là. Elle doit se nicher ailleurs. C'est une analyse très juste. Les aéroports et les hôtels, ce sont des environnements sous contrôle. Le vide structurel pointé par le manifeste se situe dans l'interface. L'interface. C'est-à-dire? C'est l'espace physique et psychologique entre la promesse de l'hôtel et la réalité de la rue. Imagine la scène classique. Un voyageur sort de son complexe tout inclus. D'accord, il passe les portes de l'hôtel. Soudain, rupture de la signalétique. Le bruit change, les codes culturels changent complètement, l'organisation de l'espace n'obéit plus aux mêmes règles. C'est vrai que ça peut être super désorientant. L'auteur décrit cette zone comme l'épicentre de la désorientation. C'est ce moment de flottement où le GPS du téléphone suffit plus du tout, où le stress monte en flèche et où le visiteur a désespérément besoin d'un repère humain. Et dans le système actuel, faute de repères officiels, c'est le fameux système D qui prend le relais. Voilà. C'est le fameux faux guide, le passant bienveillant ou le jeune du quartier à qui on demande implicitement de combler ce vide. Ouais, c'est là que l'informel s'installe confortablement. Dans cette fameuse zone grise, on s'en remet totalement à la débrouille. On attend de la population locale qu'elle soit intrinsèquement disponible et disposée à résoudre les problèmes du visiteur. Mais on exige ça sans jamais fournir de cadre formel, ni de formation, ni de rémunération adéquate. Et sans aucun statut protecteur. En gros, l'industrie du tourisme délègue la gestion de l'anxiété du voyageur directement à la rue. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'il faut qu'on joue un peu l'avocat du diable ici. Je t'écoute. Pour beaucoup de passionnés de voyage, ce flottement dont on parle, cette désorientation, c'est exactement l'essence de l'aventure. C'est vrai que c'est un argument qu'on entend souvent. On pourrait facilement objecter que l'attrait principal d'un séjour à l'étranger, c'est de se perdre un peu, de vivre l'imprévu, de demander son chemin dans un marché bondé et de finir par discuter 1 heure avec un artisan local. La fameuse spontanéité informelle. Exactement. C'est ce qui fait la magie d'un voyage. Si on commence à structurer ou à professionnaliser cette zone grise à l'extrême, est-ce qu'on risque pas de stériliser l'expérience? D'en faire un parc d'attractions, en gros. Ouais, un parc corporatiste où toute rencontre fortuite est éliminée. C'est l'objection majeure, effectivement. Et le manifeste la confronte frontalement sous l'appellation de la romantisation de la disponibilité locale. Ah, la romantisation, intéressant. L'auteur explique que cette vision romantique de l'imprévu est terriblement asymétrique. Elle est super charmante du point de vue du visiteur en quête d'anecdotes pittoresques, mais elle ignore totalement la réalité sociale de celui qui est en face. Parce que pendant que le visiteur vit son aventure authentique avec un grand A, la personne en face, elle, n'est pas actrice dans une pièce de théâtre immersive. Non, elle essaye simplement de survivre économiquement. C'est ça, le faux guide ne harcèle pas le touriste par pure passion de la rencontre interculturelle. Absolument pas. Il monétise agressivement la zone grise parce que l'État et l'industrie ne l'ont pas structurée. Donc son insistance, qui agace souvent le voyageur d'ailleurs, C'est juste une stratégie de survie dans un écosystème très précaire. L'informel se nourrit directement de la fragilité sociale. c'est une perspective radicalement différente. Le manifeste affirme que le développement touristique n'a aucune noblesse s'il s'appuie sur cette invisibilité et sur, disons, la loi de la jungle urbaine. Il ne s'agit pas de mettre des barrières entre locaux et visiteurs. Mais plutôt d'assainir l'espace pour que la rencontre soit plus dictée par le besoin ou la mendicité déguisée. Exactement. Donc, si le problème racine, c'est cette absence totale de cadre dans l'espace public, la grande question, c'est comment on comble ce vide opérationnellement. Sans en faire un hall d'hôtel, comme tu disais. Ouais, voilà. Le manifeste apporte une réponse très spécifique à ça, avec la création d'un tout nouveau métier, l'agent d'accueil et d'hospitalité urbaine. C'est d'ailleurs la cheville ouvrière de l'initiative Sit Inside. Et attention, ce n'est pas juste un changement de vocabulaire ou un gadget lexical. C'est pas juste se donner un badge officiel à un faux guide pour le renommer. Pas du tout. L'auteur insiste sur le fait qu'il s'agit de déployer une véritable nouvelle infrastructure humaine. Sit Inside refuse catégoriquement de laisser l'accompagnement humain relever du hasard ou du bricolage. Donc cet agent d'accueil urbain, il est pensé comme un professionnel légitime, bien intégré au tissu de la ville.
Sa fonction même, c'est d'absorber la friction de cette fameuse zone grise, mais de le faire avec des vrais outils, des protocoles et surtout un statut. Si on veut imager la fonction de cet agent, moi je le vois comme une sorte de traducteur culturel urbain. C'est une très belle image. Son métier consiste pas à prendre la grosse valise en plastique du touriste pour la porter à sa place, tu vois. Son véritable travail, c'est de porter la valise d'anxiété du visiteur. Ah, j'aime beaucoup ça, la valise d'anxiété. Il identifie les micro-expressions de panique, il anticipe les chocs culturels, il va expliquer pourquoi tel commerce fonctionne d'une certaine manière ou pourquoi la notion du temps est différente ici. Et la grande nuance, c'est qu'il fait tout ce travail de décodage, non pas comme un bon gars de passage qui dépanne vite fait, mais comme un professionnel reconnu et ancré. Et respecter surtout. Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, c'est ce qui fait dire à l'auteur que la mise en place de ce métier est un véritable outil de civilisation du tourisme. Civiliser le tourisme, ouais, l'expression est lourde de sens. Ça veut dire extraire la relation de cet état de nature sauvage et précaire. C'est instaurer de la lisibilité, de la méthode, de la confiance mutuelle. En structurant ce rôle, on redonne une tenue et une dignité à une fonction sociale qui, jusqu'à présent, glissait souvent vers la servitude volontaire. Ou vers le harcèlement de rue, tout simplement, on passe vraiment d'une friction chaotique à un accompagnement apaisé. Mais on le sait bien, décréter la création d'un métier sur un bout de papier, ça n'a jamais suffi à transformer une réalité sociologique. C'est certain, il faut plus qu'un décret. Pour qu'une telle infrastructure humaine tienne la route sur le terrain, et surtout pour éviter qu'elle retombe dans les mêmes schémas de servilité, il faut une méthode hyper robuste. On ne peut pas juste donner un gilet fluo à quelqu'un et lui dire sois professionnel. Et c'est précisément la raison d'être du second pilier de ce projet, la DIAFA Academy. La fameuse académie. Le manifeste est très clair sur ce point. Aucune fonction de cette envergure ne peut s'imposer sans une doctrine philosophique et opérationnelle totalement assumée. Donc l'académie, c'est pas un centre de formation hôtelière classique, quoi. Non, elle ne se concentre pas du tout sur la mémorisation de petits scripts de bienvenue standardisés. Sa mission est bien plus complexe, redéfinir en profondeur le paradigme de l'hospitalité de demain. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Comment ça se traduit dans la formation concrètement? Mais il faut rompre avec les vieux dogmes. Parce que bon, on sort de décennies où la maxime absolue, la règle d'or, a toujours été le client est roi. Comment on apprend à quelqu'un à ne pas être soumis face à un visiteur exigeant, voire capricieux? Justement, la rupture avec ce dogme du client roi est totale dans la doctrine de l'académie. L'objectif, c'est pas du tout de fabriquer des profils dociles programmés pour distribuer ce qu'ils appellent des sourires automatiques. Dieu merci, les sourires automatiques, ça met toujours mal à l'aise. On est d'accord, la formation est plutôt axée sur ce qu'ils définissent comme le maintien de l'axe intérieur. L'axe intérieur. Ouais. L'agent apprend à tenir une vraie posture, physique et vocale, face à la pression. Il apprend l'art d'accueillir et d'accompagner sans jamais s'écraser ni s'excuser d'exister. Tiens, prenons un cas de figure concret pour illustrer cette mécanique. Vas-y. Imaginons un visiteur qui se retrouve en retard à cause de la circulation locale ou d'un imprévu quelconque. Et là, il passe ses nerfs sur la première personne en uniforme qu'il croise. Le grand classique. Dans l'ancien modèle, la personne à l'accueil allait s'excuser profusément pour des choses dont elle n'était même pas responsable, courber l'échine, absorber toute la toxicité pour essayer de calmer le client à tout prix. Exactement. Et c'est ce réflexe de l'excuse systématique que l'académie déconstruit complètement. Alors, comment réagit un agent formé par la DIAFA Academy? Il va utiliser des techniques de régulation émotionnelle. Au lieu de s'aplatir, il va reconnaître la frustration du voyageur, mais sans en endosser la culpabilité. D'accord, c'est subtil. Il va maintenir un contact visuel neutre et professionnel. Il va poser sa voix et recadrer l'interaction directement vers une solution pratique. C'est toute la différence entre subir la colère de l'autre et gérer une crise logistique. Et la devise qui chapeaute tout ce cursus résume parfaitement cette gymnastique mentale. Servir, oui, s'asservir, jamais. C'est exactement ça. Ça nous amène à une réflexion stratégique majeure quand même. Si on entraîne des légions entières de professionnels du tourisme à tracer des limites fermes, À refuser d'absorber l'impolitesse, ouais. voilà, et à privilégier leur propre dignité, est-ce que ça ne représente pas un risque commercial énorme? C'est la grande question que l'industrie se pose. Parce qu'il y a toute une frange de la clientèle internationale, très habituée à voyager dans des pays où leur pouvoir d'achat leur confère un sentiment d'impunité, qui risque d'être profondément heurtée par cette nouvelle donne. Ces voyageurs qui sont habitués au mythe d'une soumission joyeuse et inconditionnelle. Exactement. Si on leur dit non, ou si on pose des limites, ils vont mal le prendre, non? L'auteur assume totalement ce risque. C'est même le pari politique et éthique central de son manifeste. Ah ouais.
Le texte affirme de manière très puissante qu'une nation ne gagnait pas sa grandeur en apprenant à se plier aux exigences déraisonnables du marché. Elle se grandit en apprenant à accueillir selon ses propres termes. Voilà, sans jamais se trahir. Le secteur touristique, en particulier au Maroc et en Afrique, est face à un vrai choix binaire aujourd'hui. D'un côté, il y a la facilité à court terme, continuer à vendre le mythe de la disponibilité locale infinie. Fermer les yeux sur cette mécanique douce d'humiliation et laisser l'industrie consumériste user silencieusement le tissu social local. Et la voie alternative, c'est ce choix de la dignité souveraine comme c'est évoqué dans le texte. Décider que la rencontre sera structurée, exigeante et équilibrée. Parce qu'une hospitalité qui ne protège pas celui qui accueille finit inévitablement par produire du ressentiment. Et donc, à terme, ça détruit la valeur même de la destination. C'est une vision hyper long-termiste. Le manifeste soutient fermement que seul un modèle qui élève collectivement les acteurs de l'accueil peut produire une valeur durable. C'est ça la redéfinition du luxe de demain. Ce sera plus la technologie dernier cri dans une suite d'hôtels ou la dorure des halls de réception. Non, le vrai luxe, rare et précieux, ce sera une hospitalité maîtrisée, consciente d'elle-même. Une hospitalité qui offre de la sécurité, de la fluidité, mais qui exige en retour un respect absolu de la dignité humaine. C'est un changement de logiciel vraiment profond. Si on prend un peu de recul pour synthétiser les concepts lourds qu'on vient de brasser aujourd'hui, Il y en a eu pas mal. oui, ce qu'il faut retenir, c'est que le service, quand il est doté d'un cadre professionnel rigoureux et soutenu par une vraie formation, ça se transforme en un art qui élève la société. Alors qu'à l'inverse, le maintien de l'informel et l'exploitation de la vulnérabilité, sous couvert de l'authenticité, ça détruit le tissu humain d'un pays. L'hospitalité doit vraiment arrêter d'être cette ressource molle et exploitable, pour devenir une infrastructure forte et structurée. Et ça implique que la responsabilité n'incombe pas seulement aux voyageurs. C'est un appel du pied très clair aux États et aux décideurs politiques. Bien sûr, ce sont eux qui doivent concevoir l'accueil comme une composante de la souveraineté, et non plus comme un simple outil marketing laissé au bon vouloir des acteurs privés ou de la rue. Complètement. Ça donne matière à réflexion pour nos prochaines escapades, la prochaine fois qu'on se retrouvera avec nos valises dans un hall de gare à l'autre bout du monde. Il faudra prêter attention à la dynamique de nos échanges. Exactement. Quand un habitant nous aide à déchiffrer un plan, est-ce que cette interaction s'inscrit dans un échange sain et professionnel? Ou est-ce que, par habitude de consommateur roi, on contribue sans y penser à nourrir cette fameuse mécanique douce d'humiliation? Cela soulève une question cruciale pour terminer une réflexion presque vertigineuse au-delà de ce manifeste. Ah, je t'écoute. Imaginons que cette doctrine de la dignité souveraine devienne demain le nouveau standard mondial. Si la fameuse chaleur humaine, cette capacité à absorber les chocs, cesse d'être considérée comme une matière première gratuite, comment ça va se répercuter sur la macroéconomie du voyage? C'est une excellente question. Si une destination décide qu'il faut rémunérer à son juste prix de manière formelle toute cette infrastructure humaine indispensable, est-ce qu'on va assister à une explosion du coût réel des voyages? Un changement d'air, en fait. Un modèle mondial où le respect, les limites professionnelles et la dignité humaine cesseront d'être implicites pour enfin obtenir un prix chiffré sur les marchés internationaux. C'est un scénario fascinant. C'est une conclusion qui change la donne, oui. Le sourire qui fluidifie le parcours possède une valeur colossale et l'industrie a fonctionné jusqu'ici en omettant délibérément de l'intégrer dans l'équation. L'heure de payer la note de cette dignité pourrait bien avoir sonné. Et c'est sur cette vaste réflexion que se referme notre analyse des rouages de l'hospitalité d'aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration. Merci, à très bientôt. Retrouvez-nous pour le 4e volet qui s'articulera sur les bénéfices d'un accompagnement structuré. À bientôt. He came to Marrakesh chasing adventure, but found confusion in crowded souks and overpriced souvenirs. Then, one smile changed everything. A local insider wearing the signature Bordeaux polo led him beyond the clichés into real laughter, hidden streets, and stories shared over mint tea at sunset. Your solo trip just became unforgettable thanks to the local touch of a Sittingway insider. Sittingway, where authentic experiences start with an open heart.